Bonsoir. N'Djamena, capitale du G5 Sahel, le temps de la 7e session ordinaire de la conférence des chefs d'État des pays membres de ce cadre institutionnel de coordination et de suivi de la coopération régionale en matière de sécurité et de développement. Le développement nous intéresse ce soir. Le G5 Sahel a été créé en février 2014 par 5 États du Sahel: la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Les objectifs que se sont fixés le G5 Sahel sont nobles. Mais 6 ans après, où en sommes-nous? Où allons-nous? Les perspectives, c'est donc le lieu de faire l'état des lieux, des perspectives de la coopération entre le G5 Sahel et ses partenaires, dont l'Alliance Sahel et le FIDA, FAO, PAM. Voici le thème de cette table ronde. Pour en parler autour de cette table, bien évidemment, qui n'est pas totalement ronde, qui n'est pas ronde comme vous pouvez l'apercevoir, nous avons Olivier Cador, qui est le porte-parole de l'Alliance Sahel. Nous avons aussi Valentine Achancho, qui est le directeur pays FIDA. Il couvre la zone République démocratique du Congo, la République du Congo et bien évidemment le Tchad. Bonsoir à vous. Bonsoir. Pour commencer, ce qui fait l'originalité du G5 Sahel, c'est bien évidemment son approche qui n'est pas uniquement militaire. La lutte contre la pauvreté constitue un élément clé dans sa stratégie. Et pour cela, l'apport des partenaires au développement est très important, j'allais dire fondamental, ce qui nous permet de parler déjà de l'Alliance Sahel. Quel est son fonctionnement? C'est quoi l'Alliance Sahel? Très bonne question et merci Elvis de nous poser cette question. D'abord, je pense qu'il faut informer les téléspectateurs et les auditeurs de ce que n'est pas l'Alliance Sahel. L'Alliance Sahel n'est pas un nouveau partenaire, n'est pas un nouveau fonds, n'est pas une nouvelle institution. C'est une plateforme de coopération internationale réunissant des partenaires qui partagent ensemble la volonté de faire mieux, plus vite, de créer plus d'impact au bénéfice des populations des pays du G5, notamment des populations vulnérables. Cette alliance a été créée, lancée en 2017, en juillet 2017. Elle regroupe actuellement de très nombreux membres, 14 membres de plein exercice et 11 membres observateurs qui ont vocation à intégrer le groupe des membres de plein exercice. Je veux en citer quelques-uns. Bien évidemment, la France, l'Allemagne, l'Union européenne, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, le PNUD, l'Italie, l'Espagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Danemark, le Royaume-Uni, la Banque européenne d'investissement et plus récemment la Norvège. Les observateurs sont au nombre de 11, je l'ai dit, et non des moindres, les États-Unis, le Canada, le Japon, la Belgique, la Suisse, la Finlande, l'Irlande, la Société financière internationale, filiale du groupe de la Banque mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates, le Tony Blair Institute, et enfin l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, vous le comprenez, l'Alliance regroupe à ce jour de très nombreux partenaires, pour ne pas dire l'essentiel des partenaires qui œuvrent au développement des pays du Sahel. Les membres de l'Alliance Sahel ont choisi de concentrer leurs efforts, en concertation avec les pays du G5, sur 6 secteurs principaux. Secteurs comme l'agriculture, le développement rural et la sécurité alimentaire. Je vous expliquerai tout à l'heure le nombre de projets et les résultats attendus et les résultats obtenus dans ce secteur. La décentralisation, les services de base, l'éducation et l'emploi des jeunes, une priorité pour l'ensemble des pays de la bande sahélienne. Et enfin, l'énergie, la gouvernance et la sécurité intérieure. Sur ces 6 secteurs, l'Alliance souhaite développer des activités en
respectant également un accent, en développant un accent particulier sur le climat, le genre. Le changement climatique, bien sûr, le climat, l'approche au changement climatique, tout ce qui concerne l'atténuation, le genre, la jeunesse et le secteur privé. Hier, jeudi, l'Alliance Sahel démarrait les débats à l'occasion d'une conférence virtuelle mobilisant de très nombreux acteurs intervenant en faveur du développement du secteur privé au Sahel. Il était important de voir la variété des initiatives, la variété des programmes soutenus par les partenaires. Il convient d'en faire désormais une meilleure publicité pour améliorer la visibilité de l'action de l'Alliance. Je pense, Elvis, qu'on y reviendra. Le temps de revenir à vous, nous posons cette question à Valentin Natchantou. Quelle est la place du FIDA dans cette alliance? Merci. Bien que le FIDA ne soit pas membre de l'Alliance Sahel, mais nous avons le PNUD, qui est une organisation du système des Nations Unies qui est membre. Je voudrais dire déjà que le FIDA intervient depuis près de 40 ans auprès des pays du Sahel pour soutenir les efforts de développement de l'agriculture et la sécurité alimentaire, avec un axe principal sur les petits producteurs qui constituent plus de 70%, n'est-ce pas, des populations rurales pauvres des pays du Sahel. Et cette intervention touche un des éléments importants de l'Alliance Sahel, c'est la résilience de ces petits producteurs face aux aspects climatiques, qui est au centre des interventions du FIDA. Et donc, l'Alliance Sahel, pour nous, offre un cadre de mutualisation des efforts des différents partenaires pour pouvoir mettre en commun les moyens, les approches, pour pouvoir soutenir ces initiatives. Et votre expérience aussi. Oui, bien sûr. Nous avons une valeur ajoutée à apporter à ce que fait l'Alliance Sahel, notamment dans le cadre du programme d'investissement prioritaire de cette alliance, qui rentre en droite ligne avec les objectifs du FIDA en matière de résilience des populations et de soutien à la petite agriculture, producteurs sédentaires, mais également les populations transhumantes qui pratiquent ce type d'agriculture. En 2020, l'Alliance Sahel soutient donc plus de 800 projets pour un montant global de 11,6 milliards d'euros. Les investissements commencent-ils à porter des fruits? Tout à fait. Alors, quelques chiffres pour illustrer le montant, le nombre important des projets. Vous avez raison de préciser le nombre de projets qui ont été mobilisés, qui ont été développés par l'Alliance Sahel. Ils sont au nombre de 880. C'était début 2019. Les derniers chiffres sont en cours d'agrégation auprès des différents partenaires. 880 projets en tout. Dans le secteur de l'emploi des jeunes, un total de 102 projets. Le secteur du développement agricole, 231 projets, ce qui veut bien dire l'accent mis sur un secteur qui constitue pour la majorité de la population sahélienne le pourvoyeur d'activités, de revenus et d'emplois. 81 projets dans le domaine de l'accès à l'énergie. 155 projets dans le domaine de la gouvernance, à différents niveaux, au niveau central, au niveau déconcentré, au niveau des communautés. La décentralisation et la production de services de base totalisent, c'est un secteur dans lequel les partenaires de l'Alliance ont, depuis la création de l'Alliance, mobilisé des fonds pour soutenir 252 projets. 51 projets dans le cadre du soutien à la sécurité intérieure et plusieurs projets transsectoriels au nombre de 8, ce qui fait 880 projets. Pour tous ces projets, l'engagement financier global des partenaires de l'Alliance était, à la fin, au début 2019, de 17 milliards 126 millions. On dépasse les 18 milliards actuellement. Est-ce que ça commence déjà à porter des fruits? Oui, il y a beaucoup de projets portent leurs fruits. Alors bien évidemment, on en parlait avant l'émission, la mise en œuvre respecte forcément les procédures nationales, les procédures des bailleurs de fonds. Il y a des projets dans des secteurs où il est plus facile d'intervenir que dans d'autres, des secteurs où il faut approvisionner des marchandises, des équipements, notamment dans des régions isolées.
L'année dernière, et nous n'en sommes pas encore sortis, nous avons vécu une crise assez dramatique au plan de la mise en œuvre des projets, avec le Covid-19 qui a limité les déplacements, qui a limité les missions d'expertise et qui a handicapé la circulation des productions, y compris des productions qui sont utilisées dans le cadre de la mise en œuvre. On prenait tout à l'heure l'exemple de la mise en œuvre des projets d'hydraulique, où pour approvisionner des équipements, pour approvisionner des équipements solaires, des pompes, certains retards ont été pris dans de très nombreux projets. Cependant, des projets démarrent. Il n'y a qu'à voir, par exemple, au Tchad, des projets dans le domaine de la résilience des populations, dans la région du lac, des projets d'hydraulique pastorale qui sont conduits ici par plusieurs partenaires. Les projets sont énormes, plus de 800. L'investissement est colossal. Est-ce que ces projets commencent déjà à porter des fruits? Tout à fait. L'investissement, j'allais dire. De nombreux projets sont même clôturés. Je disais tout à l'heure que dans le secteur de l'éducation, on avait 102 projets. On a déjà 5 projets qui sont clôturés. De très nombreux projets sont également clôturés dans le secteur de l'énergie. Au Mali, au Burkina, des investissements ont été réalisés et sont imputables à l'action des partenaires de l'Alliance Sahel, la Banque mondiale, l'Union européenne, l'Agence française de développement et les autres. Certaines contraintes, notamment les contraintes récentes avec la crise du Covid, ont ralenti l'exécution de certains projets puisqu'ils ont eu quelques impacts négatifs sur les approvisionnements, sur la réalisation de missions d'appui, de supervision, d'expertise. Et c'est la raison pour laquelle il y a encore énormément d'efforts à faire pour assurer la mise en œuvre effective de certains projets. Mais les résultats sont là. Les résultats sont là. Il y a des investissements pour lesquels des résultats sont attendus à l'immédiat. Bien sûr. Ou encore à court terme. On parle là des programmes d'investissement prioritaires. Tout à fait. Programmes de développement d'urgence. Des programmes qui sont parfois, il y a des programmes en cours dans les zones transfrontalières, par exemple, entre la Mauritanie et le Mali et le Burkina Faso, le Niger, et le Tchad. Par rapport à la mise en œuvre de ces programmes-là, où en sommes-nous? Oui, alors peut-être une petite explication pour préciser à nos auditeurs et à nos téléspectateurs ce qu'est le PIP, le programme d'investissement prioritaire. Le programme d'investissement prioritaire a été élaboré en 2014 par le G5, dans le cadre de la mission de développement pour assurer succès, durabilité des actions à la fois de sécurité et de stabilisation qui sont menées dans le Sahel. Les projets, vous l'avez mentionné, concernent principalement les zones transfrontalières de l'espace sahélien. Le programme d'investissement comporte principalement des initiatives d'infrastructure, des initiatives en matière de désenclavement, des routes, des ponts, des liaisons aériennes, des extensions de couverture téléphonique, etc. Des programmes également d'accès aux ressources, je pense notamment aux projets agricoles, aux projets hydrauliques, aux projets d'électrification et aux projets de gouvernance, notamment avec l'appui à la justice, l'inclusion des femmes dans le dialogue politique. En décembre 2018, lors de la conférence de coordination... Le PIP, c'est en 2017 ou 2014? 2014. L'élaboration du PIP, okay. C'était 2014. Il y a eu une conférence en décembre 2018 et lors de cette conférence, les partenaires se sont engagés à soutenir, à contribuer financièrement au financement de ce PIP, à hauteur de 1,8 milliard d'euros. Les financements sont mobilisés. Les financements sont mobilisés, j'ai quelques chiffres. Quand on prend l'Alliance Sahel, les partenaires de l'Alliance Sahel ont mobilisé les 1,8 milliard. Je suis heureux de parler avec notre collègue du FIDA, qui a déjà, à ce jour, ils ont mobilisé, vous avez mobilisé à peu près 150 millions d'euros déjà. Si on rajoute avec les programmes de l'UMOA, les programmes de la BADEA, on est à plus de 2,2 milliards d'euros. Donc les fonds sont là, les fonds sont disponibles. Les principaux défis, bien sûr, sont ceux de la mise en œuvre. Les principaux défis sont ceux de la mise en œuvre. Ils interrogent, ils interpellent à la fois les gouvernements, les maîtrises d'ouvrage publics des projets, les partenaires, une
réflexion est en cours, et c'est d'ailleurs une des missions, un des objectifs de l'Alliance Sahel, c'est de pouvoir mutualiser les bonnes pratiques, les bonnes expériences de mise en œuvre, de manière à rythmer plus dynamiquement l'exécution technique et financière des projets, tout simplement pour accélérer la livraison des résultats que les populations attendent. La rencontre de N'Djamena s'inscrit d'ailleurs dans ce sens. Parlons à présent du programme conjoint Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques SD3C. Le conseil d'administration du FIDA a approuvé le 9 décembre un prêt d'un montant de 29,7 millions de dollars ainsi qu'un don de 13,7 millions de dollars en vue de l'exécution du tout premier programme. Pouvez-vous nous donner un peu plus de précisions? Merci. Ce programme, d'abord, c'est un programme qui manifeste la volonté des pays membres du G5 Sahel et le Sénégal. On a 6 pays. Donc, on a le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad et le Sénégal, qui est le 6e pays du Sahel, à pouvoir, n'est-ce pas, travailler ensemble dans une approche régionale, mais également de pouvoir cibler les problèmes communs qui sont les problèmes récurrents dans toutes les zones transfrontalières et qui sont liés aux migrations des populations et également à tous les effets du changement climatique qui touchent ces différents pays. Il faut positionner ça comme une approche stratégique. Mais il faut également dire que ce programme s'inscrit dans l'axe résilience, n'est-ce pas, du programme d'investissement prioritaire et apporte donc des moyens pour opérationnaliser cet axe. Stratégiquement également, il s'agit d'une volonté pour nous de pouvoir complémenter les efforts des pays du G5 Sahel sur les aspects sécuritaires, les aspects humanitaires, par rapport aux investissements en développement qui sont importants. Parce que lorsque l'expérience montre qu'une fois que vous avez fait des investissements en termes humanitaires, et ainsi de suite, après 2-3 ans, ce que les populations ont besoin, c'est de retrouver leur dignité. Et retrouver leur dignité, c'est de pouvoir eux-mêmes développer des ressources et des revenus pour se prendre en charge. Et donc, nous devons appuyer dans ces développements. Donc, je voudrais donc dire que par rapport à cela, vous avez parlé tout à l'heure du financement qui est apporté. Je voudrais dire que le programme, c'est un programme sur 6 ans. Ce programme sur 6 ans va se décliner en 2 phases de 3 ans pour un montant total d'environ 180 millions de dollars. La première phase de 3 ans que le FIDA va financer, le montant total est environ 44 millions de dollars, dons et prêts. Et la deuxième phase, c'est environ aussi presque la même, hein, ça va doubler environ 96 millions de dollars. Donc, si on met les 2 phases, on est près de 96-100 millions de dollars. Maintenant, on aura également d'autres partenaires qui sont déjà commis. C'est le Fonds vert pour le climat qui va apporter des ressources et puis ensuite les États, ainsi de suite. Donc, ce qui est important, c'est de dire qu'on ne va pas inventer la roue. On va mettre à l'échelle les initiatives qui existent déjà et le FIDA va travailler en partenariat avec les autres institutions onusiennes que sont l'Organisation mondiale pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, le Programme alimentaire mondial, qui ont des savoir-faire dans ces régions-là. Par exemple, si on prend le cas du Tchad, c'est les provinces du lac, du Kanem, qui sont des provinces qui sont actuellement très en crise par rapport à la crise du conflit Boko Haram, mais également les conflits climatiques et aujourd'hui le Covid qui est venu exacerber la situation de ces populations. Donc, nous sommes sur un programme de 6 ans, mais je voudrais dire que ce programme est à s'élargir parce que les besoins sont énormes. Les besoins sont énormes et nous voyons déjà d'autres partenaires qui commencent déjà à se signaler pour apporter des cofinancements. Et je puis dire que ce programme prendra en fonction de ces développements plus d'ampleur. Je voudrais aussi souligner ici que ce programme vient au moment où le FIDA est en train de faire la 12e reconstitution de ses fonds. Parce que tous les 3 ans, le FIDA fait la reconstitution de ses fonds. Et nous entrons à partir de 2022
dans le 12e cycle de reconstitution 2022-2024. Okay. Et donc, par rapport aux objectifs de ce cycle, nous envisageons de presque doubler les financements du FIDA. Et dans ce doublement, l'accent est mis sur l'investissement sur les pays d'Afrique subsaharienne. Donc, c'est une opportunité aujourd'hui pour que ces investissements puissent contribuer à ce qu'on appelle les objectifs du millénaire pour le développement à l'horizon 2030. Donc, ça, c'est important. Et par rapport justement à ces investissements, où est la place de la jeunesse? Effectivement, la place de la jeunesse, vous touchez là un point très, très sensible. Vous savez qu'aujourd'hui, le recrutement des jeunes par les organisations terroristes et par d'autres déviations sont liés au fait que les jeunes n'ont pas d'emploi. Les jeunes n'ont pas d'emploi parce qu'ils n'ont pas d'opportunité ou alors l'environnement ne les permet pas, n'est pas adapté à leur situation. Et donc, au niveau du Tchad, par exemple, le FIDA vient de valider la note conceptuelle pour la préparation d'un vaste projet de 100 millions de dollars qui va aller au conseil d'administration du FIDA du mois de septembre 2021. Ce projet cible principalement l'entrepreneuriat agropastoral des femmes et des jeunes. Il s'agit de promouvoir les petites et micro-entreprises portées par des jeunes. Et quand je dis des jeunes, c'est jeunes femmes et jeunes hommes, mais également des femmes. Et c'est des entreprises qui vont viser différentes catégories de cette jeunesse, c'est-à-dire ceux qui ne se sont jamais investis dans les activités mais qui sont intéressés, ceux qui sont déjà là mais qui n'ont pas engagé une activité vraiment professionnelle, ceux qui ont déjà amorcé mais qui voudraient développer les activités, mais également ceux qui n'ont même pas de formation agricole mais qui sont intéressés. Et donc dans cette perspective-là également, nous comptons sur les d'autres partenaires à se joindre à cette initiative du FIDA qui devrait avoir un impact significatif sur la situation des femmes et des jeunes. Quelles sont vos attentes par rapport à la rencontre de N'Djamena? Effectivement, la rencontre de N'Djamena a d'abord un signal fort. Ça signale l'engagement du FIDA à soutenir les efforts des pays du G5 Sahel. Le FIDA marque là, à travers la signature des accords de financement qui aura lieu demain, sa présence et met sa volonté de soutenir ces efforts. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, nous attendons également que d'autres partenaires puissent se joindre au FIDA, tels que la FAO, le PAM a déjà fait, d'autres partenaires, le Fonds vert au climat est déjà là, et nous voudrons que d'autres partenaires se joignent au FIDA et à l'initiative soutenue par le G5 Sahel. Et nous attendons également une plus grande coordination des interventions de développement. Je me retourne à présent vers le porte-parole de l'Alliance Sahel. Il faut préciser aussi qu'il est le directeur de l'AFD au Tchad. Quelles sont vos attentes par rapport à la rencontre de N'Djamena? Attentes importantes, puisque le sommet de N'Djamena coïncide également avec l'Assemblée générale de l'Alliance Sahel, la deuxième Assemblée générale. La première a eu lieu l'année dernière à Nouakchott. Elle était présidée par le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian. La seconde Assemblée générale, qui aura lieu lundi matin, sera présidée par la ministre espagnole des Affaires étrangères, Madame Arantxa Sánchez Laya. Et la simultanéité des deux événements montre l'importance que l'Alliance accorde aux attentes et aux besoins exprimés par les pays du G5. Les défis du G5 seront ceux de l'Alliance. Il n'y a pas de divergence de point de vue, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans le cadre des activités menées par l'Alliance, un des chantiers qui sera en particulier abrité par le Tchad cette année sera d'améliorer le cadre de dialogue et de redevabilité entre les pays du G5 et l'Alliance Sahel, et de manière mutuelle, de manière à ce que, ensemble, partenaires, États, nous relevions les défis du développement et nous rendions compte ensemble des difficultés et que nous trouvions ensemble les
solutions pour améliorer l'effectivité des programmes, des projets, dynamiser leur mise en œuvre, accélérer les résultats. Tel est l'objectif principal de l'Alliance Sahel. C'est la délivrance plus rapide des résultats au bénéfice des populations sahéliennes dans les différents secteurs que je signalais tout à l'heure. Nous sommes au terme de cette table ronde. Votre mot de fin. Je vous remercie infiniment, mon cher Elvis, d'avoir donné l'opportunité à l'Alliance de participer à cette table ronde qui intervient à quelques jours, à quelques heures maintenant de l'Assemblée générale et du sommet des chefs d'État du pays du G5. Et j'espère que de nombreux auditeurs et téléspectateurs écouteront cette émission. Je souhaiterais également rappeler la parution récente d'un rapport, un rapport de bilan des 3 premières années de l'Alliance Sahel. C'est un document élaboré sur la base des résultats obtenus dans les différents programmes, projets. Ils ne sont pas tous mis en lumière. Mais ce rapport qui est disponible en ligne sur le site de l'Alliance Sahel, www.alliance-sahel.org, peut être téléchargé gratuitement. Il est riche d'enseignements, il montre les avancées, il montre également les défis. Et j'invite tous les téléspectateurs intéressés par l'Alliance Sahel et son action à le consulter, à le télécharger et à en prendre connaissance. Voilà, merci infiniment. Est passé. Merci infiniment. C'est la même question pour vous, Valentin Achancho, votre mot de fin. Ce que je peux dire comme mot de fin, c'est de dire que les opérations de développement doivent de plus en plus être coordonnées. La mutualisation des efforts est très très importante pour arriver à des résultats palpables et que pour toute action que nous menons en place, il faut qu'on ait en idée le bien-être des populations, le changement de leurs conditions de vie, et cela doit se bâtir non seulement dans la durée, mais cela a besoin des investissements conséquents. Et pour ces investissements conséquents, un seul partenaire peut le faire. Et le FIDA, pour sa part, a un avantage comparatif par rapport à l'appui à la petite agriculture, les investissements sur la sécurité alimentaire des populations, et nous invitons les autres partenaires, les États, à se joindre à nous pour soutenir ces efforts. Merci. Voilà, nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette table ronde. Nous vous rappelons que nous avons reçu sur ce plateau comme invité le représentant pays du FIDA. Il couvre la zone République démocratique du Congo, République du Congo et bien évidemment le Tchad, c'est M. Valentin Achancho. Et nous avons aussi Olivier Kador, qui est le porte-parole de l'Alliance Sahel, par ailleurs directeur de l'Alliance française de développement au Tchad. C'est tout pour cette table ronde. Excellente suite de programme sur Télé Tchad.